La première fois pour mettre en place le Parlement. C'est vrai qu'on n'avait pas encore à cette époque un président du Parlement communautaire. En tout cas, cela a créé une crise qui a été extrêmement difficile et qui a quelque peu terni, à mon avis, la manière dont Diallo, qui a beaucoup fait pour le Parlement, a regagné le Mali. Mais la conséquence la plus directe et la plus lourde de cette crise, c'est que l'exécutif a profité pour reprendre en main la question de comment fonctionne le Parlement, avec des décisions essentielles. Première décision, le président du Parlement ne doit plus siéger à Abuja. Donc il reste dans son pays. C'est comme ça que c'est né. Sinon, le premier Parlement, le premier président siégeait, il habitait à Abuja. À partir de donc la crise, les chefs d'État ont pris une décision qui était que désormais, le président du Parlement ne siégera plus au siège de l'organisation, mais il restera chez lui. Deuxième décision importante qui a été prise, c'est que le règlement du Parlement ne dépendait plus du Parlement lui-même, mais dépendait du Conseil des ministres. Si vous regardez les documents de l'époque, vous allez bien voir qu'en vérité, c'est véritablement le Conseil des ministres qui avait la maîtrise du règlement intérieur. C'est qu'en droit constitutionnel et en droit parlementaire aussi, on appelle la loi intérieure du Parlement. Ce qui était assez grave. Mais ça s'est passé comme ça. Troisième chose importante et qui est essentielle pour comprendre la suite des événements, eh bien, ça a été que il y aurait désormais deux ailes au Parlement, une aile administrative et une aile politique. Ça, c'est les décisions de juin 2006. L'aile administrative est dirigée par le secrétaire général et l'aile politique par le président qui, évidemment, coiffe l'ensemble. Mais c'est important parce que c'est une mutation majeure qui était très difficile à faire comprendre à certains francophones, parce que dans les pays francophones, habituellement, on ne peut pas avoir à exercer une responsabilité lourde dans un parlement si on n'est pas élu. Mais chez les anglophones, c'était tout à fait naturel parce que les secrétaires généraux dans les parlements anglophones sont extrêmement puissants. Ce n'est pas la même chose que les parlements francophones. Et donc, de telle sorte qu'on a changé complètement de paradigme, de façon de gérer le Parlement. Désormais, l'essentiel du fonctionnement est centré sur le secrétaire général, le président ayant vraiment des fonctions politiques, protocolaires, etc., c'est-à-dire vraiment la dimension politique. Voilà comment tout ça s'est passé. Et le Parlement a continué à demander le renforcement de ses prérogatives, avec beaucoup d'initiatives que je ne peux pas citer ici, les séminaires, les voyages d'études, les conférences par-ci par-là, et c'est notre fameux voyage à Bruxelles auprès du Parlement européen, au cours duquel Cicelo, qui parle toujours très fort, effrayait les Européens. Nous, on trouve normal qu'il parle fort, parce que pour un Africain, quand tu parles fort, ça y est, tu es puissant. Mais pour les Européens, quand tu parles fort comme ça, ça les effrayait. Je me rappelle bien, quand nous étions à Bruxelles avec Cicelo lui-même. Et puis, le voyage auprès de l'EALA. L'EALA, c'est la East African Legislative Assembly, c'est l'assemblée à Arusha, qui siège à Arusha, en Tanzanie, qui regroupe, c'est le parlement communautaire le plus puissant au monde jusqu'à aujourd'hui. C'est le seul parlement communautaire au monde qui vote des lois applicables dans les États directement. Aucun autre ne le fait. Même le Parlement européen n'a pas cette compétence. Le Parlement européen participe maintenant, mais sous forme de codécision, avec le Conseil des ministres pour établir les lois en Europe. Mais
En Afrique de l'Est, le Parlement communautaire vote des lois. Et donc, on a envoyé une mission au ciel pour aller voir comment ça se passe. L'autre initiative que j'ai retenue, dont j'ai retenu de vous parler, c'est que finalement, voyant que les choses n'avançaient pas assez vite, le Parlement a décidé de faire 2 études, d'engager des consultants, faire une étude sur le renforcement des prérogatives et une étude si on devait élire les députés au suffrage universel direct, qu'est-ce qu'il faut faire. Il se trouve que j'ai été l'un des 2 consultants, avec le directeur de l'Institut d'intégration européenne à Bonn. Et c'est nous qui avons fait l'étude. C'est une étude de 250 pages que j'ai posée à côté ici, parce que je l'ai amenée ici. Et qui a exploré toutes les possibilités. Si on devait élire les députés au suffrage universel direct, qu'est-ce qu'on ferait? Et le coût semblait tellement élevé que nous avons proposé finalement que l'on adopte le système de l'EALA, parce que là-bas, les députés effectivement sont élus, mais ils sont élus par les parlements nationaux constituent le collège électoral dans chaque pays. Mais tous les citoyens peuvent se présenter. Tous les citoyens se présentent, le collège électoral c'est le Parlement, mais les parlementaires nationaux n'ont pas le droit de se présenter. Ou s'ils se présentent, ils démissionnent du Parlement national à leur risque et péril, bien sûr. On a proposé ça également. Nous avons même fait un tableau, si jamais vous avez accès aux documents, dans lequel nous proposions qu'en novembre 2010 soient élus pour la première fois les députés au suffrage universel direct. Évidemment, le coût était tel que ça n'a pas passé. On a même imaginé que si on ajoutait 50%, c'est-à-dire si on augmentait le point sur les contributions, ce n'est pas les contributions des États, comment on appelle ça encore, les prélèvements communautaires, si on augmentait d'1 point ou d'un demi-point, cela permettait de financer l'élection. Mais il ne suffit pas de financer l'élection, parce que si on élit les députés de la CEDEAO au suffrage universel direct, ça veut dire qu'ils ne sont plus députés nationaux chez eux. Ça veut dire qu'ils sont payés mensuellement par l'organisation. Je me souviens bien que nos amis du Nigeria avaient même fait un gros effort et ils avaient commencé à chercher pour voir si ça doit être comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des terrains pour eux à Abuja, pour chaque député, pour qu'ils puissent construire quelque chose. Et nous avions un grand ami là-bas qui s'appelait Tchikelou, je ne sais pas s'il existe toujours. Tchikelou qui a fait un gros travail à l'époque avec les Mao, types Mao qui sont là. Cette idée est venue à un moment donné, en tout cas on nous le disait comme ça. Toujours est-il que tout ça n'a pas passé à cause du coût. Mais le Parlement a continué toujours à chercher et on a réengagé 2 autres experts pour étudier. On a fini par se dire qu'il vaut mieux adopter le système de l'UEMOA, le système des actes additionnels. C'est-à-dire ne pas modifier le traité, mais prendre un acte qui en droit est un prolongement du traité, qui a la même valeur que le traité, mais qui ne peut pas modifier le traité, qui ne peut pas le contredire le traité. Et c'est ça l'acte additionnel. On a engagé deux consultants, moi-même, en tant que docteur en sciences politiques, et le professeur Okafor du Nigeria, qui était professeur à l'Université de Montréal, je crois. Nous avons travaillé beaucoup ensemble, et on a travaillé. Ce travail qui a été repris par tous les présidents et qui a abouti finalement, grâce à l'effort de cette législature, puisque c'est finalement en décembre 2016 que l'acte additionnel a été signé. L'avantage des actes additionnels par rapport aux traités et accords internationaux, c'est qu'un acte additionnel, bien qu'il ait la même valeur que le traité, n'a pas besoin d'être ratifié par les États. Il est valable dès sa signature. Et donc, on n'a pas besoin des parlements pour autoriser la ratification, puisqu'il n'y a pas de ratification. Et c'est ce qui a été fait, et c'est sous ce régime que nous sommes là. Alors, je ne vais pas
aller beaucoup plus loin. Je vais simplement insister sur le fait que cela a créé pour le Parlement quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose de complètement nouveau, puisque c'est cet acte additionnel qui a permis d'abord que le Parlement récupère le monopole, entre guillemets, sur son règlement intérieur, que désormais ça ne dépend plus le Conseil des ministres. C'est maintenant, et j'ai vu que vous avez adopté un nouveau règlement. C'est la première chose que j'ai cherché à savoir d'ailleurs. Et ce qui est très bien, parce que je travaille beaucoup pour l'Union interparlementaire à Genève, et je compare très facilement comme ça les documents de ce genre. Et le règlement que vous avez là, je parle des parlements communautaires, est certainement l'un des meilleurs qu'on a. Nous avons 6 parlements communautaires en Afrique. Sur les 6 parlements communautaires en Afrique, eh bien certainement ce parlement est l'un des meilleurs dans ce domaine. Nous avons le Parlement panafricain, nous avons le Parlement de la CEDEAO, le Parlement de l'UEMOA, le Parlement de la CEMAC, et nous avons le Parlement de la CEAC qui s'appelle REPAC. Ça s'appelle REPAC, mais ça, en fait, c'est un parlement qui s'appelle comme ça, Réseau des parlementaires d'Afrique centrale. Simplement, le monsieur qui a fait l'étude n'a jamais mis pied dans un parlement, il a cru que réseau, ça veut dire parlement. C'est pourquoi ça s'appelle REPAC. Et ça, c'est le Parlement, mais nous avons certainement un des meilleurs règlements que celui que vous avez élaboré et que j'ai beaucoup lu ces jours-ci. Je pense que l'autre chose qui est vraiment importante, vous trouverez tout ça dans le document qui va vous être distribué sur ce qu'est aujourd'hui ce Parlement, c'est-à-dire le renforcement des prérogatives, c'est-à-dire le renforcement des compétences et des attributions générales qu'on a, c'est-à-dire les attributions fondamentales, et ça c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire le processus, comment le Parlement participe au processus décisionnel dans la communauté, alors que c'est l'une des choses qu'on refusait complètement, que la Commission refusait complètement au Parlement. Elle est obtenue maintenant que le Parlement participe au processus décisionnel grâce au débat et à la délibération, grâce au régime de la saisine qui est clair maintenant, la saisine facultative, la saisine obligatoire, l'acte conforme qui est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Ce qu'on n'a pas pu obtenir, c'est la codécision. Le Parlement aurait voulu qu'on arrive au stade de la codécision, qu'on prenne les décisions conjointement avec le Conseil des ministres. Évidemment, on n'a pas pu obtenir ça, mais on a obtenu que désormais le Parlement participe au débat, que le budget du Parlement soit débattu par le Parlement. Ça, c'est tout à fait révolutionnaire. Je me rappelle que dans nos discussions, moi je servais de consultant avec les Cicelo et Mao et ceux qui sont là. Je me rappelle que je rappelais toujours que dans tous les parlements, moi je vois ça à l'Union interparlementaire, parce que j'y travaille beaucoup à Genève, que quand vous n'arrivez pas à obtenir de voter le budget, ce n'est pas grave. Obtenez toujours que le budget soit débattu dans votre Parlement. Si vous obtenez ça tôt ou tard, vous arrivez à voter le budget. C'est pourquoi je disais toujours, ils doivent s'en souvenir ceux qui sont là, je disais toujours, obtenons que le budget soit débattu maintenant par le Parlement. Et c'est ce qu'on a obtenu. Alors, je ne suis pas là, j'ignore si dans la pratique ça se fait pour le moment, mais en tout cas, ça, il faut considérer que c'est peut-être la plus grande victoire que vous avez obtenue. Je vais peut-être terminer par la résolution des conflits, c'est-à-dire la diplomatie parlementaire. Le reste, je parle toujours beaucoup, excusez-moi ceux qui me connaissent, je passe ma vie à parler, donc j'aime ça. Mais c'est pour dire simplement que la résolution des conflits entre dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Si vous allez à l'Union interparlementaire à Genève, même si vous leur écrivez aujourd'hui
vous écrivez au secrétariat général et vous leur demandez de vous donner des informations sur les concepts de diplomatie parlementaire. À 90% des chances vous renverront vers moi. C'est parce que simplement c'est nous, avec quelques présidents d'Assemblée d'Afrique, qui avons conceptualisé la diplomatie parlementaire. Je peux citer parmi ceux qui ont contribué, l'ancien président de la Chambre des représentants du Nigeria, Nahaba, a beaucoup contribué. Le professeur Ali Diallo a beaucoup contribué. Le président Guy Zouba du Gabon. Le président Tchendiro de la Namibie, évidemment, moi-même. Et le président Adrien Oumbedi. On a un certain nombre comme ça, et c'est nous qui avons surtout vulgarisé ça jusqu'aux Nations Unies. Et de telle sorte qu'aujourd'hui, si vous vous référez à l'Union interparlementaire, ils vont vous renvoyer vers moi. C'est parce que je conceptualise ça tous les jours simplement, ce n'est pas un mérite particulier. Ça fait partie de mon métier. J'ajoute que sur cette question de la diplomatie parlementaire, la résolution des crises, dans lesquelles le Parlement a été très très impliqué, notamment les crises de la Mano River Union. Eh bien, ça n'a pas été toujours facile, mais Ali Noun Diallo avait tellement de fougue dans ce domaine qu'il fonçait, au point que finalement l'exécutif a dit de mettre le haut là, en rappelant que ça relevait du président de la commission. Ça ne nous a pas beaucoup plu, mais je me souviens de cette audience d'Ali Noun Diallo avec le président ATT, où Ali Noun Diallo pensait faire grand plaisir à ATT en disant tout ce que nous avions fait, tout ce que le Parlement de la CEDEAO a fait, et ATT très calmement lui a dit attention. Ça dans la CEDEAO, c'est le domaine du président de la commission. C'est pour dire que ça n'a pas toujours été facile, mais qu'aujourd'hui encore, de toute façon, on ne peut pas empêcher un Parlement aujourd'hui d'être impliqué dans les questions de diplomatie parlementaire. Et voilà quelques mots que je voulais vous dire sur comment ce serait trop long à développer. Mais c'est quelques réflexions comme ça que je voulais partager avec vous. Je vais terminer par ce qui me semble être des points de conclusion. L'expérience que nous avons, c'est une expérience nouvelle. Pour nous, en Afrique de l'Ouest, nous n'avions pas cette expérience avant. L'Afrique de l'Est a eu l'expérience avant nous pour deux raisons. La première raison, c'est que le système de colonisation britannique, sur ce plan, est meilleur de mon point de vue parce que dans les colonies britanniques, il y a toujours eu un conseil législatif dès le départ. Ce qui était interdit dans les colonies françaises. Dans la colonisation britannique, on a toujours eu un conseil législatif en Sierra Leone depuis à la fin du 19e siècle. À une époque où nous n'étions même pas encore colonisés au Burkina Faso. Et ça a joué. L'autre point qui fait que l'Afrique de l'Est est en avance sur nous, et c'est lié parce que dans la zone d'Afrique de l'Est, dès 1921, l'idée est née d'avoir un parlement interterritorial en Afrique de l'Est. Et c'est le deuxième point, c'est en 1967 a été créé le premier parlement communautaire de l'après-indépendance. Ça a été l'IALA justement, qui est tombé à léthargie dans les années 80, qui a été ressuscité, révigoré en 1999. Voilà donc, mesdames et messieurs, quelques idées que je voulais vous donner, en vous disant que j'ai été vraiment heureux de revoir que ce Parlement que nous avons monté continue à fonctionner et que le débat y est vif. Merci beaucoup.